Le matin du 11 mai 2011, Jim Pitzen emmène son fils de 6 ans, Timothy, à l'école primaire située à Aurora, dans l'Illinois. Ce jour-là, Timothy a l'air très content, il sort de la voiture, il dit à son papa qu'il l'aime, puis se dirige vers la porte de l'école. Jim envoie ensuite à son fils un signe pour le saluer, il veille à ce qu'il rentre dans le bâtiment, redémarre la voiture, puis s'en va. Malheureusement à ce moment-là, il ne se doute pas qu'il vient de le voir pour la toute dernière fois. Salut, j'espère que vous êtes en pleine forme, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne, donc juste merci pour ça. Et vous connaissez le principe évidemment, vous continuez de vous abonner et continuez surtout d'enclencher la petite cloche, comme ça vous êtes au courant et averti en temps réel des vidéos lorsqu'elles sortent. Ça c'était pour le côté promotion de la chaîne. Maintenant on va rentrer dans cette histoire et vous l'avez compris, histoire totalement différente des histoires que j'ai l'habitude de vous raconter, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une disparition, et une disparition qui a marqué les esprits et qui a marqué notamment le papa de Timothy, Jim, parce qu'aujourd'hui il est toujours hanté par la disparition de son fils. C'est parti. Avant de rentrer dans l'histoire et de détailler cette disparition, je pense qu'il est important de présenter cette famille Pitzen, histoire de comprendre ou d'essayer de comprendre cette affaire très complexe. Dans cette famille Pitzen, on a donc Jim, le papa qui a 39 ans, Amy, la maman qui est un peu plus âgée que Jim qui a 43 ans, et leur fils. Leur fils, c'est Timothy, il est âgé de 6 ans. La petite famille vit dans une maison située à Aurora. Aurora, c'est la 3e ville la plus peuplée du Colorado. Et Jim et Amy sont mariés depuis maintenant 7 ans. Ils se sont rencontrés en 2002 lors d'un pot de départ d'une amie en commun. Et au début de la relation, le couple s'entendait très bien malgré leurs différences de personnalité. On a Amy d'un côté qui a une personnalité un petit peu plus excentrique, extravertie. Elle aime faire la fête, elle aime les voyages, et puis elle avait une passion pour la lecture. Et de l'autre côté, on a Jim qui lui a fait un peu plus d'études qu'Amy. Il est allé au Morrison Institute of Technology à Morrison, donc dans l'Illinois. Mais lui, au contraire d'Amy, il n'aime pas trop faire la fête, il n'aime pas trop sortir, il se considère comme un garçon assez simple, un garçon ordinaire. Il aimait réparer les vieilles Jeeps et puis il prenait des bières régulièrement avec des amis. Lui, c'était ça, son bonheur, tout simple, prendre des verres avec des amis, rester chez lui, réparer ses voitures. Ils ont démarré leur relation à distance puisqu'au début ils habitaient loin l'un de l'autre, et c'est surtout Jim qui faisait les allers-retours toutes les 2 semaines pour aller voir Amy. Mais ces dernières années, ça ne se passe pas très bien dans le couple, ils se disputent de plus en plus, et d'ailleurs c'est souvent Amy qui reproche quelque chose à Jim, quelque chose qu'il n'aurait pas fait, quelque chose qu'il a fait de mal, une mission qu'elle lui a confiée qu'il n'a pas fait. Il y a toujours une excuse pour une dispute et c'est de pire en pire. Et en fait, on a l'impression qu'à ce moment-là, ces dernières années, Amy en fait est rentrée dans une sorte de crise de la quarantaine. Ce mal-être, ces disputes récurrentes ne se voient pas à l'extérieur. Quand ils croisent des amis, on a l'impression que c'est un couple heureux, qu'Amy est heureuse, et à aucun moment on imagine que le couple se dispute régulièrement. Mais comme je vous l'ai dit, ça va très mal, à tel point qu'en 2008, le couple va penser à divorcer. Je vous parlais des choses qu'Amy cachait à Jim, en tout cas c'est ce qu'il ressentait. Eh bien, ça s'est confirmé un jour, justement en 2008, où il découvre un SMS qui contient une discussion entre Amy et l'un de ses 3 ex-maris, parce que Jim était le 4e mari d'Amy. Et en lisant ce SMS, il s'est rendu compte qu'en fait, elle voyait régulièrement cet ex-mari, et elle voyait régulièrement cet ex-mari quand lui, Jim, était en déplacement. Et d'ailleurs, c'était prévu, quand il lit le SMS, c'était prévu qu'ils se voient le week-end suivant. Jim va à ce moment-là péter un câble, il va hausser le ton, la discussion va être assez virulente, lui va expliquer très simplement, va lui dire soit tu arrêtes de voir ton ex-mari et on continue notre relation, on repart sur de bonnes bases, soit tu continues. Et dans ces cas-là, moi, je pars, et je pars avec Tim. Tim, c'était le surnom de leur petit garçon de 6 ans, Timothy. Je pars avec Tim, et tu ne le reverras pas. Et ça, c'était la crainte d'Amy. Elle avait peur qu'un jour, on lui retire son fils Timothy.
D'autant plus que Jim va continuer à apprendre des choses par l'intermédiaire de la sœur cadette d'Amy, qui s'appelle Kara Jacobs, et il va apprendre qu'en fait, Amy souffre depuis de nombreuses années maintenant d'un problème de santé mentale. C'est vraiment quelque chose qui va perturber Jim parce qu'ils sont mariés depuis quelques années et à aucun moment elle ne lui a parlé de ses antécédents de problèmes de santé mentale. Alors c'est vrai qu'il avait remarqué qu'elle avait une fragilité, notamment au début de leur relation. Il y a un fait marquant qui est arrivé, ils venaient de commencer à sortir ensemble. Lorsqu'Amy a eu une entrevue pour un emploi, elle a eu un entretien qui s'est d'ailleurs très bien passé puisqu'elle finira par obtenir le job, sauf que Amy a tellement été submergée par l'anxiété à ce moment-là, elle a eu un sentiment de désespoir soudain qu'elle a arrêté sa voiture en revenant de l'entretien, elle a arrêté sa voiture au bord de la route, elle a pris ensuite des somnifères, elle est sortie de la voiture et elle a fait une chute de 10 mètres du remblai. Elle s'est fracturée à ce moment-là une vertèbre et a souffert d'hypothermie. Elle a été sauvée in extremis. Jim a paniqué ce jour-là parce que lui essayait de la joindre, il n'arrivait pas à l'avoir au téléphone. Ce sont les médecins qui l'ont appelée. Il a dû aller la voir et la chercher, surtout à l'hôpital. Et à ce moment-là, elle a commencé à être suivie et elle a fait une semaine en psychiatrie. Le problème, c'est que Jim pensait que ça avait été un fait isolé, que c'était arrivé une fois au début de leur relation, qu'elle avait paniqué pour l'entretien et qu'avec ce sentiment de désespoir, eh bien, elle avait pris des somnifères et tenté une chose malheureuse. Sauf que ce n'était pas la première fois, c'était déjà arrivé avant leur rencontre. Et quasiment dans le même contexte, puisque ce jour-là, elle a garé encore une fois sa voiture sur une voie ferrée et ce sont des passants qui l'ont sauvée in extremis. Elle a ensuite été internée en psychiatrie pendant une semaine et a commencé à suivre un traitement médicamenteux. Donc on comprend à ce moment-là que Jim n'a pas cerné totalement la personnalité d'Amy, qu'il y a un côté sombre d'Amy et qu'il y a ce côté que lui connaissait quand il s'est marié avec elle, un beau côté, ce côté femme fatale, ce côté maman qu'il adore, ce côté femme qu'il voit dans la vie quotidienne. Sauf que là, il commence à se rendre compte qu'Amy a peut-être un problème psychologique et il s'en rend compte de plus en plus parce que quand elle prend ses médicaments, ça va, mais quand elle ne prend pas ses médicaments, eh bien elle agit bizarrement, elle a des hauts et des bas, elle devient très émotive, il ne peut pas lui parler, il ne peut pas lui poser de questions, il ne peut pas lui demander si ça va, il faut absolument qu'il change de sujet parce qu'il se rend compte qu'elle peut très vite sombrer. Si Jim a occulté ce côté sombre d'Amy, s'il n'a pas vraiment eu le temps de s'en rendre compte, c'est qu'en 2004, il va se passer un heureux événement, la naissance de leur premier enfant, leur unique enfant d'ailleurs, Timothy, qu'ils appellent Tim dans la vie quotidienne. Au moment où Amy apprend qu'elle est enceinte, évidemment le couple est super heureux et ils vont se marier dans la foulée, ils ne vont pas attendre qu'elle accouche, ils vont se marier pendant qu'elle est enceinte d'environ 4-5 mois et après le mariage ils vont s'installer à Aurora et en plus ils vont avoir un job chacun puisque le papa d'Amy va leur proposer un emploi dans son entreprise immobilière commerciale. Donc ils viennent de se marier, ils vont avoir un enfant et en plus ils ont chacun un emploi, donc à ce moment-là c'est le début de vie parfaite pour eux. D'autant plus que la grossesse d'Amy va super bien se passer. Elle avait quelques appréhensions, comme toute femme enceinte, mais tout ça va s'envoler à la naissance, le 18 octobre 2004, de Timothy. Timothy, c'est un hommage au frère d'Amy qui est décédé à sa naissance il y a quelques années, qui n'a pas eu le temps de vivre, et elle a décidé de lui rendre hommage comme ça en donnant son nom à son fils. Et à ce moment-là, on aurait pu croire que la naissance de Timothy va complètement changer les choses et va faire oublier à Amy cette dépression dont elle souffre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas et ça va devenir de plus en plus grave, d'autant qu'il y a des faits qui vont aggraver tout ça. La première chose, c'est que les problèmes d'argent vont devenir omniprésents. Le papa d'Amy, vous savez, qui les a embauchés dans leur entreprise, eh bien, va devoir fermer son entreprise. Ça va la mettre Amy temporairement au chômage. Alors de son côté, Jim était parti quelques semaines avant, il avait senti le vent tourner pour l'entreprise, il avait trouvé un autre job, il travaillait pour une entreprise qui concevait et construisait des meubles pour les écoles, donc lui avait retrouvé du travail rapidement finalement, mais Amy, elle était au chômage, elle va retrouver du travail quelques mois plus tard dans une société de gestion immobilière, pas très loin de leur maison d'ailleurs, ça va leur simplifier un petit peu la vie, mais les combats pour essayer de récupérer un peu d'argent et surtout les combats pour lutter contre sa dépression et ses mauvaises pensées vont s'intensifier. Et là, clairement, on y est, c'est la période, j'ai commencé à vous en parler il y a quelques minutes, ils se disputent de plus en plus, leur mariage est totalement voué à l'échec, d'autant plus qu'il y a un événement qui va venir renforcer cette fracture entre les deux. Amy, en fait, va planifier un voyage
comme ça, un voyage aux Bahamas pendant 2 semaines avec 2 copines à elle, mais sans son mari, sans Jim et sans son fils Timothy. Et quand Jim lui pose la question, lui demande pourquoi il ne veut pas qu'elle vienne, là elle s'est mise en colère. Totalement. Elle lui a dit qu'elle faisait ce qu'elle voulait, que c'était sa vie et qu'elle avait besoin de souffler. Le voyage aux Bahamas se passe, elle a donc laissé Timothy et elle a laissé Jim se débrouiller tout seul. Lui ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand il va récupérer sa femme à l'aéroport après ce fameux voyage. Et en fait, il est agréablement surpris parce qu'elle est souriante. Elle monte dans la voiture, elle agit comme si les disputes n'avaient jamais eu lieu, comme si tout allait bien. Elle raconte qu'elle s'est bien amusée, qu'avec ses copines, elles ont passé du bon temps, qu'il y avait du soleil et qu'elle s'était ressourcée. Donc Jim, à ce moment-là, se dit, bon, peut-être que ce voyage lui a fait du bien, peut-être qu'on va repartir sur de bonnes bases. Et à aucun moment, en plus, ils n'ont reparlé des disputes qu'ils avaient eues avant son départ. La semaine suivante, tout va s'accélérer. Le mardi 10 mai précisément, Amy va rentrer plus tôt de son travail, prétextant qu'elle ne se sent pas très bien. À ce moment-là, Jim va prendre ses dispositions. Pour le lendemain, il va lui dire, écoute, repose-toi ce soir, et puis demain, si ça va mieux, je t'emmènerai au travail, et on emmènera aussi Timothy avant à l'école. C'est ce qui va se passer le lendemain, le mercredi 11 mai 2011, le couple va monter dans la Jeep, Amy est sur la place du passager, Timothy se trouve à l'arrière de la Jeep, le couple arrive devant l'école primaire Greenman qui est située au large du boulevard Galena à Aurora. Tim va sortir de la voiture, il va dire à son papa « je t'aime », Jim va lui dire « je t'aime aussi » et ils vont tous les deux regarder Timothy aller jusqu'à la porte de l'école primaire. Timothy est habillé ce jour-là d'un t-shirt et d'un short vert et il a un sac à dos Spider-Man sur le dos. Timothy rentre dans le bâtiment et le couple repart. Ils arrivent ensuite devant l'immeuble là où travaille Amy et c'est une situation tout à fait ordinaire d'un couple ordinaire à ce moment-là, c'est-à-dire que Jim va lui dire « je t'aime, passe une bonne journée », Amy va lui répondre « je t'aime aussi » et il va la regarder rentrer dans le bâtiment là où elle travaille. À ce moment-là, il est environ 8 h, Jim va partir au travail, mais il sait que ça va être une petite matinée parce qu'à 10h30, il doit retourner chercher Timothy. C'est une courte matinée aussi pour l'école primaire ce jour-là. C'est ce qui va se passer. À 10h30, il va stationner sa Jeep devant l'école primaire. Il va rentrer dans le bâtiment pour récupérer Timothy. Il croise un enseignant qui se trouve au comptoir. L'enseignant l'a reconnu, sait que c'est le papa de Timothy. Et là, il va le regarder étrangement. L'enseignant a l'air perplexe. Et l'enseignant demande à Jim, « Qu'est-ce que vous faites là ?» Jim va répondre, « Je viens chercher Tim. » Et là, l'enseignant va lui dire, « Mais il est parti ce matin. Quelqu'un est venu le chercher. » Alors là, Jim est sous le choc. Comment ça, quelqu'un est venu le chercher? Qui est venu le chercher? Qui a signé l'autorisation pour qu'il sorte? L'enseignant va lui montrer la signature. Et il s'aperçoit que la personne qui est venue chercher son fils dans la matinée, c'est Amy. Et là, forcément, Jim ne comprend pas et il dit à l'enseignant, mais elle est venue le chercher, mais pour quelle raison? L'enseignant lui dit, apparemment, elle a prétexté une urgence, qu'il fallait absolument qu'elle récupère Timothy et il devait partir. À ce moment-là, Jim prend son téléphone portable, il va essayer d'appeler Amy, il va l'appeler plusieurs fois, il va laisser des messages sur son répondeur et il va lui demander dans ses messages, mais pourquoi tu es venu le chercher? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, vous êtes où? Et il va essayer aussi d'appeler à la maison, personne ne répondra. Là, il va se dire que, il est avec sa maman, et forcément, s'il est avec sa maman, il est en sécurité. Peut-être qu'elle est venue le chercher finalement pour l'emmener quelque part et qu'elle a oublié de le prévenir. Donc il retourne au travail, mais vous l'imaginez, il retourne au travail, mais il n'est pas du tout concentré. Il n'arrive pas à avancer, il pense qu'à cette histoire. Donc il va prendre son après-midi et il va rentrer à la maison. Et une fois chez lui, ça va tourner. Il va se poser plein de questions. Pourquoi Amy est venue chercher Timothy? Surtout pourquoi elle ne lui a rien dit? Est-ce qu'elle lui en voulait toujours qu'il se soit opposé au voyage et qu'elle avait envie de lui faire payer en quelque sorte? Bref, toutes les questions à ce moment-là arrivent à son esprit. Et puis plus les heures passent, plus il commence à paniquer. Forcément, il va appeler de la famille d'Amy surtout. Il va appeler sa sœur cadette, Cara. Il va lui demander si elle a eu de ses nouvelles. Elle va lui répondre que non, mais qu'elle est persuadée que ça va, que ça arrive des fois à Amy de se comporter un peu comme ça. Alors certes, pas en prenant Timothy avec elle, ça lui arrive de partir toute seule sans donner de nouvelles et de revenir au bout de quelques heures. La seule différence, c'est que là, elle a pris son fils avec elle. Et puis au bout d'un moment, c'est trop pour Jim. Il a vu qu'elle était partie en plus sans prendre ses pilules. Je vous rappelle qu'elle prend un traitement pour ses crises d'anxiété. Et donc
partir sans ces pilules, ça veut dire un comportement qui peut changer. Il décide d'aller voir la police et de leur expliquer. Et à ce moment-là, les policiers disent à Jim, écoutez, elle est majeure, on va se laisser du temps, on va lui laisser 24 heures de plus et à ce moment-là, on verra. Le lendemain, 2 agents de police vont se rendre au domicile du couple, vont poser des questions forcément à Jim et ils vont lui expliquer qu'ils vont lancer un appel à témoins et pour ça, il leur faut des détails et surtout, il leur faut 2 photos pour lancer cet appel à témoins. Et ce n'est que le vendredi qui suit qu'on va avoir des nouvelles d'Amy. Elle va passer un coup de téléphone à sa maman, à sa sœur Cara et à son frère Chuck. Et la maman d'Amy, qui va retranscrire la conversation, va expliquer à Jim qu'elle était bouleversée au téléphone et qu'elle lui a dit qu'elle avait simplement besoin d'être seule. Alors c'est vrai que ça peut paraître anodin comme ça, mais à ce moment-là, c'est un soulagement pour Jim parce qu'il se dit, elle est vivante, elle a l'air d'aller pas trop mal, et si elle est vivante, ça veut dire que Timothy, lui aussi, va bien parce qu'elle ne serait pas capable de faire du mal à son fils. Et le lendemain, le samedi 14 mai, Jim entend frapper à sa porte. Il va ouvrir et il va faire face à deux agents, deux hommes en costume qui portent à ce moment-là des expressions assez sinistres, assez tristes. Les agents vont dire à Jim, est-ce que nous pouvons entrer? Nous sommes des détectives du service de police d'Aurora et nous avons des renseignements. Et à ce moment-là, Jim respire et se dit, bon, c'est bon, elle est rentrée. Peut-être qu'elle ne veut pas revenir chez moi, mais elle est rentrée. Elle va bien et Timothy va bien. Les deux hommes s'installent dans le canapé familial, prennent quelques secondes, regardent Jim et lui disent, nous avons retrouvé votre femme, mais nous avons retrouvé votre femme décédée. Là, forcément, Jim est sous le choc et la seule question qu'il va leur poser, c'est comment ça, décédée? Et les enquêteurs vont lui donner quelques détails. Ils vont expliquer qu'elle a été trouvée morte dans un hôtel de Rockford et apparemment, elle s'est suicidée. Mais si Amy s'est suicidée, où est Timothy? Ça, c'est la question qu'il va poser aux enquêteurs. Où est mon fils? Est-ce que mon fils lui aussi est mort? Est-ce qu'il a été retrouvé à côté d'elle? Et la réponse que les deux agents vont fournir à Jim est assez hallucinante. Ils vont lui dire qu'ils n'ont pas retrouvé Tim, qu'il n'était pas à côté d'elle et qu'ils ne savent pas du tout où il se trouve. Alors à ce moment-là, il y a une vraie question qu'il faut se poser et que tout le monde va se poser, Jim, la famille d'Amy et surtout les enquêteurs. Qu'a-t-elle fait avec Timothy à partir du moment où elle est allée le chercher à l'école? Et ils vont reconstituer son emploi du temps lorsque Jim a déposé Amy devant son travail. Et ce qu'on va apprendre est totalement hallucinant. Puisqu'à l'aide de données de son téléphone portable et de vidéosurveillance, eh bien, les détectives vont être en mesure de reconstituer les 3 jours qui ont précédé le décès d'Amy. Et ils vont reconstituer finalement un voyage de 804 km qu'elle a entrepris avec Timothy, son fils. Un voyage qui a couvert, écoutez bien, 6 comtés de l'Illinois et du Wisconsin, avec des arrêts dans 2 parcs aquatiques et un zoo. Et écoutez bien ce déroulé parce qu'il est totalement incroyable et en plus on a des images qui montrent qu'Amy est effectivement bien venue chercher Timothy à son école ce fameux mercredi 11 mai et des images aussi, vous allez voir, qui les montrent dans ces parcs aquatiques et dans ce zoo. Souvenez-vous, ce fameux mercredi matin, ce fameux mercredi 11 mai, c'est Jim qui a emmené Amy à son travail. Il l'a déposée, elle est rentrée dans le bâtiment, mais elle n'est pas montée jusqu'à son bureau. Elle a attendu que Jim reparte pour sortir du bâtiment et partir à pied jusqu'à leur maison pour récupérer, écoutez bien, sa voiture bleue 2004 Ford Expedition qu'elle avait laissée garée chez elle. Environ 20 minutes plus tard, on la retrouve dans l'école primaire. Tim apparaît dans le hall, elle lui tend sa main, elle lui tient la porte d'entrée, Tim sort, elle le suit et les deux vont partir. Et ensuite tout va s'enchaîner parce que vers 10 h, elle va s'arrêter dans un atelier de réparation automobile à Lagrange précisément. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, elle sait qu'elle va avoir besoin d'une voiture correcte. Elle va avoir besoin de vérifier que sa voiture va tenir le coup pour faire tous ces kilomètres. Le garagiste va lui expliquer que pour ces réparations, il va falloir attendre quelques heures. Et pour tuer ces quelques heures, c'est simple, Amy va emmener
Tim dans l'un de ses endroits préférés, c'est-à-dire le zoo de Brookfield, qui n'était pas très loin. Et d'ailleurs, c'est assez fou, c'est un mécanicien qui va déposer Amy et Tim à ce zoo et qui va venir les rechercher quelques heures plus tard. Dans l'après-midi, ils vont être raccompagnés au garage. Amy va récupérer sa voiture et va ensuite emmener Timothy vers le nord, à Key Lime, précisément Key Lime Cove Water Resort. C'est un hôtel qui est situé à Gurnee. Ils ont passé la nuit là-bas. Et à ce moment-là, Amy reçoit les textos de Jim, mais elle va totalement ignorer les textos et les messages vocaux. Le lendemain, le jeudi, ils vont se diriger vers le Kalahari Resort dans le Wisconsin. Ils vont s'arrêter le long du chemin sur la L94 pour prendre de l'essence et acheter des boissons. Ils vont ensuite s'arrêter à un magasin de proximité pour acheter des vêtements pour Tim, une voiture jouet et un kit d'artisanat. À ce stade, Amy n'a toujours pas donné de nouvelles à ses proches. Le lendemain, soit le vendredi, Amy et Timothy vont repartir. La vidéo de surveillance va les filmer d'ailleurs en attente au comptoir. Amy tient la main de Tim, elle regarde à l'intérieur de son sac à dos Spider-Man, c'est elle d'ailleurs qui porte ce sac à dos. Tim semble s'ennuyer, rien ne sort de l'ordinaire d'ailleurs dans cette scène, mais ces images seront les toutes dernières images de Timothy Pizzon. Parce qu'ensuite, Amy va reprendre sa voiture et va rouler avec Timothy sur la L39, puis vers l'ouest sur la L88 sur environ 273 km. Elle va s'arrêter et au cours de la prochaine heure et demie, c'est là qu'elle va téléphoner à sa famille, à ses amis aussi, qui du coup vont se sentir rassurés par cet appel, on en a parlé il y a quelques instants. Les proches diront d'ailleurs qu'ils ont pu entendre vaguement Tim derrière, en arrière-plan, ils ont pu entendre Tim dire à sa maman « j'ai faim » et c'est ça qui a fait d'ailleurs couper la conversation assez court. Amy a dit « il faut que je donne à manger à Tim » et a raccroché. Mais encore une fois, à ce moment-là, du coup les proches sont rassurés et se disent que tout le monde va bien. Le problème, c'est que ce qui est arrivé à Timothy, c'est certainement passé dans les heures qui ont suivi ces appels, puisque immédiatement après avoir accroché, Amy a éteint son téléphone portable et a repris sa voiture direction le sud, le long de la rivière Rock à Sterling, dans l'Illinois. C'est une petite ville de fabrication d'acier qui est entourée d'ailleurs de terres agricoles. Mais ce que la famille ne sait pas à ce moment-là et ce que les enquêteurs vont découvrir après, c'est qu'en fait Amy, les mois qui ont précédé sa disparition, avait fait des allers-retours dans cette région, à Sterling précisément, et elle ne l'avait jamais mentionné, elle n'en avait jamais parlé. Et du coup, les enquêteurs se posent des questions. Qu'est-elle allée faire à cet endroit? Est-ce qu'elle a rencontré des gens? Est-ce que c'était prévu? Et surtout, est-ce qu'elle a confié Tim à des gens? On n'a pas de réponse dans les médias par rapport à ça, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait à Sterling parce qu'il n'y a rien d'immortalisé. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Amy va refaire surface aux alentours de 20 h. C'est une caméra de surveillance qui va la filmer toute seule, sans Timothy. C'est pour ça que les enquêteurs se posent la question de Sterling et se demandent si elle n'a pas confié Timothy à quelqu'un justement à cet endroit, à Sterling, ou pire peut-être, elle sera vue seule donc et filmée à Winnebago, près de Rockford. La vidéo montre qu'elle a payé pour de la papeterie, des enveloppes, probablement pour écrire ses dernières notes. Puisqu'elle va se présenter à son hôtel, le motel Rockford, entre 23h15 et 23h30. Un employé va découvrir son corps le lendemain, à 12h30. La porte était verrouillée de l'intérieur avec la chaîne de sécurité, mais l'employé a pu l'ouvrir assez pour apercevoir derrière la porte le corps d'Amy sous le lit. Les policiers vont trouver un cutter qu'elle avait utilisé pour se couper le poignet et le cou. Ils ont aussi trouvé une bouteille de Triamini qui a été partiellement consommée, un médicament liquide contre la toux et le rhume pour les enfants et la carte d'identité de Tim. Amy a laissé une note près d'elle et en fait ce mot est destiné aux employés de l'hôtel. Elle leur dit « Je suis désolée que vous ayez à nettoyer après moi ». Vous vous en doutez forcément, les médias vont s'emparer de cette affaire qui est invraisemblable. Des camions satellites vont rouler d'ailleurs jusqu'à la maison d'Amy et Jim à Aurora et aussi jusque devant la maison des proches, la maison de la maman d'Amy aussi à Antioche. Et puis les policiers vont continuer leur enquête tant bien que mal et vont constater que ni le sac à dos de Tim, ni les jouets que sa maman lui a achetés pendant son périple ne se trouvent dans le motel à ce moment-là. Ça c'est un signe pour les enquêteurs, ça veut dire que Tim pourrait être toujours en vie. Les enquêteurs vont aussi retracer point par point le parcours d'Amy avec Timothy. Le problème, c'est qu'aucun indice
ne va ressortir de tout ça, on ne va absolument rien trouver. Alors après, ça va être assez long, c'est-à-dire que la photo de Timothy sera placardée un peu partout dans le pays. Il va rentrer dans ce fichier d'enfants disparus, on va le rechercher en vain, les mois vont passer, Jim est totalement désemparé, on l'imagine. Et puis entre-temps, il y a l'enterrement d'Amy, forcément, un enterrement qui va amener beaucoup de monde puisque les proches, les collègues d'Amy seront là. Ça va se passer à l'église de Jésus-Christ des Saints à Sugar Grove dans l'Illinois. Et tout le monde se pose la question, tout le monde est ébranlé à ce moment-là, c'est-à-dire que personne ne croit à l'hypothèse qu'Amy ait pu faire du mal à Timothy. C'est impossible pour tout le monde. Mais est-ce vraiment impossible? Ça, c'est la question qui hante les enquêteurs depuis de nombreux mois maintenant. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, ils ont trouvé des traces de sang à l'arrière du véhicule d'Amy. Et ce sang a été analysé et le verdict vient de tomber. C'est bien le sang de Timothy. Le problème pour les enquêteurs à ce moment-là, et c'est ce que va confirmer d'ailleurs Jim, le papa de Timothy, c'est que les semaines qui ont précédé la disparition du garçon, il a eu un saignement de nez sévère à l'arrière de la voiture, d'où la présence de ce sang. Les enquêteurs n'iront pas chercher plus loin. Puis fin décembre, les enquêteurs vont enquêter sur une piste, une éventuelle observation de Timothy dans un restaurant, le Denny's, qui est situé à North Aurora. Mais quand ils vont retrouver la voiture, le jouet voiture au niveau de la table laissé par cet enfant, ils vont s'apercevoir que c'est une fausse piste. Certes, c'est le même jouet qu'Amy a acheté à Tim et qu'il a toujours en sa possession parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvé, sauf que ce jouet appartient à un jeune garçon qui était venu avec son papa, ce n'était pas Timothy. Les mois vont passer, les années vont s'écouler, Jim va partir de cette maison familiale, il va revenir à Clinton, il va décrocher un emploi de concepteur d'outillage dans un atelier d'outillage. Il va essayer de se reconstruire, il va essayer de se faire des amis, il va essayer de sortir avec des collègues, de se changer les idées tout simplement, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il se pose plein de questions, il a toujours cette rage au fond de lui, il s'imagine forcément le pire, et puis en même temps il a de l'espoir parce qu'on n'a jamais retrouvé Timothy, on n'a pas retrouvé de corps, donc pour lui, il s'accroche à ça. Timothy est toujours vivant. Il consulte une psychologue qui la suit, il fait des thérapies, il essaie d'évacuer cette rage qu'il a. Et puis quelques années plus tard, en 2019, le 3 avril 2019 précisément, près de 8 ans après la disparition de Tim, une femme qui vit à Newport, dans le Kentucky, se rend à la police et explique qu'elle a aperçu un jeune homme maigre qui avait l'air meurtri, déshydraté, agité. Elle l'a croisé à une intersection alors qu'elle était en voiture. Et cette femme d'ailleurs va donner une version à la police et la même version à une télévision locale. Elle va expliquer que ce jeune homme s'est approché de sa voiture. Elle lui a demandé si elle pouvait l'aider. Il lui a dit une phrase qui va la marquer: « Je veux juste rentrer chez moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Ce garçon va lui expliquer qu'il a été kidnappé il y a plusieurs années, qu'il a été échangé par plusieurs personnes et qu'aujourd'hui il est libre, il a réussi à s'échapper et qu'il veut rentrer chez lui. Alors à ce moment-là, c'est l'affolement général, les enquêteurs veulent retrouver ce jeune garçon, ça devient une priorité, et ils vont le retrouver. Ils vont l'attraper, ils vont l'interroger, évidemment ils ne vont pas l'arrêter, ils vont juste l'interroger, et ils vont lui dire et demander « Comment tu t'appelles ?» Et ce garçon va leur répondre « Je m'appelle Timothy Pidzon ». Et là, à ce moment-là, c'est totalement incroyable pour les autorités. Et ça va fuiter dans la presse. Ça veut dire que toutes les télévisions vont arriver là où a été retrouvé le jeune homme et vont essayer de filmer ce jeune garçon. On a retrouvé Timothy Pidzon. Alors évidemment, il faut attendre les tests ADN. Et c'est ce que vont faire les autorités. Ils ne vont pas trop s'enflammer par rapport à ça. Le problème, c'est que Jim, le papa, a entendu parler de ce jeune garçon qui a été retrouvé et qui prétend être Timothy, mais la famille aussi d'Amy. Tout le monde veut croire à cette bonne nouvelle et on attend les résultats ADN. Le souci, c'est que ce jeune garçon ne veut pas coopérer et ne veut pas que l'on prélève son ADN. Alors du coup, les enquêteurs vont lui poser des questions sur sa personnalité, vont lui poser des questions sur sa vie, surtout. Et c'est vrai que il ressort des choses de l'affaire, des choses qui sont vraies parce qu'elles se sont passées, mais surtout parce qu'elles ont été médiatisées. Et c'est ça en fait le vrai souci. Parce qu'au bout de quelques heures, quand les enquêteurs creusent et lui posent des questions sur sa vie passée, sa vie privée, au sein de sa famille, des choses qu'un garçon de 6 ans pouvait en tout cas connaître, il a tout faux, il ne répond pas juste et des fois il est incapable de répondre. Notamment sur le fait que
eh bien la famille possédait un chien, possédait un chat, et ça, il n'a pas su donner les bonnes réponses. Tout ce que je vous raconte là se passe en quelques heures, et pendant ces quelques heures, il y a une photo évidemment du jeune homme qui va être diffusée dans les médias, une photo forcément que va voir la famille de Timothy et Jim le premier. Et sur cette photo qui est assez granuleuse, on y voit ce jeune homme dans un sweat à capuce rouge, décoloré, les mains enfouies dans une veste de surplus de l'armée. Et Jim et aussi la famille se disent que ça peut correspondre et qu'il peut y avoir une petite ressemblance. Mais Jim a un vrai doute et ses soupçons, eh bien ses soupçons vont être confirmés le lendemain parce qu'il va finir par accepter le prélèvement ADN et le test ADN va parler. Ce n'est pas Timothy Pizzen, c'est un imposteur qui a 23 ans, qui n'a pas 14 ans, qui s'appelle Brian Rini. Il a des antécédents psychiatriques et en fait il avait glané plein d'informations sur cette affaire. Il s'en est servi tout simplement quand il a eu cette occasion à ce moment-là. Et il n'a pas donné de véritable raison pourquoi il avait fait ça. L'une des raisons qu'il a donné, il a tout simplement dit qu'il aurait aimé avoir un père comme Jim Pizzen, c'est pour ça qu'il s'est fait passer pour Timothy. Dans tous les cas, il va être condamné à 2 ans de prison pour vol d'identité aggravé. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, Timothy Pizzen est toujours porté disparu. Son papa Jim continue de le chercher, continue à garder espoir. Forcément, il y a des photos de Timothy qui sont évidemment à chaque fois diffusées, des photos de lui à l'âge de 17 ans, l'âge qu'il aurait aujourd'hui, et c'est vrai que on essaie de se raccrocher à ça. Et donc Jim et toute la famille d'Amy évidemment espèrent un jour avoir une réponse. Et ils peuvent s'accrocher à un témoignage et surtout à une histoire qui pourrait ressembler d'ailleurs à celle de Timothy Pizzen. C'est l'histoire de JC Dugard qui a été énormément partagée, qui a été enlevé à l'âge de 11 ans. Il a été enlevé par une famille qui a dissimulé son identité et il a été retrouvé quand il avait 18 ans. Donc Jim s'accroche évidemment à cette histoire et espère un jour retrouver son fils Timothy Pizzen. Voilà pour cette affaire de disparition. J'avais envie de changer de registre, en tout cas pour vous exposer cette affaire que j'ai découvert en faisant des recherches et je l'ai trouvée totalement incroyable parce que aujourd'hui, franchement, je m'accroche à ça. Je pense sincèrement que la maman de Timothy, Amy, n'a pas tué son fils et n'a pas caché son corps. Je pense qu'elle l'a donné à quelqu'un. Et un jour, en tout cas je l'espère, un jour peut-être que cette personne parlera et qu'on retrouvera évidemment Timothy Pizzen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo en décembre ou en janvier, je ne sais pas encore quand elle va sortir. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages. Et si vous avez d'autres histoires à proposer, des histoires de disparition par exemple, je suis preneur et je serai ravi de faire mes recherches là-dessus. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.